Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième séance de ce séminaire consacré aux transitions écologiques mené par l'Académie de Reims sous la houlette d'Antoine Maigret, que je laisserai se présenter, et en collaboration avec l'Association française pour l'éducation par la recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Wallenhorst, professeur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, qui va nous parler de l'état des lieux du système Terre. Notamment, en plusieurs, je suppose, voilà, ça va être le plan de l'intervention de Nathanaël, faire un état des lieux sur les écosystèmes, sur les changements de la biosphère, à partir de la littérature scientifique, vraiment un réel tour d'horizon des savoirs, pour ensuite, en un deuxième moment, ouvrir la réflexion, la discussion sur les modèles socio-économiques, notamment les modèles éducatifs, parce que c'est ce qui nous intéresse en premier aujourd'hui ensemble, au service des générations futures à venir. Le séminaire pardon, d'aujourd'hui a lieu en deux temps. Le premier est dédié à l'intervention directe de Nathanaël et ensuite à une petite séance de questions-réponses. Antoine Maigret et moi-même, on va modérer dans le chat. Oh, il y a des gens qui demandent encore à être introduits. Dans le chat, vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'intervention à noter vos questions, vos remarques, vos témoignages, vos retours d'expérience, vos lectures, pour qu'on puisse lancer la discussion dès que Nathanaël aura fini. Merci. Mais Antoine, je te laisse un petit peu présenter l'ambition de l'Académie et ensuite on passe la parole à Nathanaël. Oui, donc déjà, bonjour Nathanaël, je suis ravi Bonjour. de que tu as accepté d'intervenir auprès enfin, des enseignants de l'Académie. Bon, je salue tous les collègues qui sont connectés, sachant qu'il y a des collègues de disciplines différentes et aussi quelques personnes du rectorat, en fait, qui ne sont pas forcément enseignants, mais qui sont intéressés par la thématique. Voilà, nous, voilà, c'est la dernière des trois conférences qu'on avait souhaité mettre en place, mais l'idée, c'est effectivement qu'on puisse avoir un éclairage d'un spécialiste sur ces questions-là, de manière à pouvoir nourrir la réflexion et aussi servir à l'ambition de l'académie, qui est quand même très élevée sur ces questions-là, de manière à ce qu'on ait comment dire, des repères qui nous permettent ensuite de mieux, dans nos professions, finalement, pouvoir agir sur les questions climatiques auprès des élèves et aussi auprès des adultes de l'académie. Voilà ce que je peux dire en guise d'introduction, mais je vais laisser ah, les collègues sont venus pour toi, Nathanaël, et pas forcément pour moi, donc je vais te laisser tout de suite la parole, que tu puisses commencer ton intervention. Ok. Bon, bah bonjour. En tout cas, un grand merci. Moi, je suis très heureux de pouvoir être avec vous. Impressionné par le fait qu'il y ait du monde, parce qu'un 19 juin, honnêtement, ça commence à piquer un peu quand même. Voilà, hein, on regarde quand même globalement du côté de l'été et des vacances, hein. Bon, voilà. Euh, Ma foi, je suis heureux de pouvoir être avec vous. Puis, on va pas se mentir, de vous partager aussi des préoccupations, parce que la situation est chaud tendue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc en gros, on part, je vais surveiller un peu le timing. J'ai à peu près 30 minutes, hein, c'est ça? Oui, tout à Ouais, fait. Oui, nickel, super. ouais, tu peux déborder un Ouais, non, peu non, mais je vais à. essayer, non, non, je vais essayer Ouais. c'est voilà, je vais essayer de tenir les 30 minutes. Mhm. Alors, pour moi, il s'est passé quelque chose de l'ordre d'un avant et d'un après, il y a quelques années, en fait. On va remonter 5-6 ans en arrière. On est 5-6 ans en arrière, on est fin août 2018, et là, il se passe un truc à la surface de la Terre. On a une personne qui est scolarisée, et qui, à travers sa scolarisation, j'ai envie de dire, est socialisée. C'est-à-dire apprend à être comme les autres à travers son expérience scolaire. Et à un moment donné, elle pige un truc qu'en général les jeunes ne pigent pas. Elle pige qu'il y a une logique, un espèce de paradigme de fond qui est sous-jacent à l'ensemble du corpus des savoirs scolaires. C'est-à-dire tous les savoirs scolaires, ils ont une espèce de dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est la continuité.
c'est le prolongement. C'est que demain est dans le prolongement d'aujourd'hui et c'est pour ça que bah, si on bosse bien, on a un avenir. Vous voyez un peu la logique, quoi. C'est une logique continuiste, voilà. Et puis, il se trouve que cette personne, par ailleurs, elle lisait un autre type de littérature que les manuels scolaires, qui est une littérature scientifique. Et scientifique sur le climat, sur la biosphère, etc. Et à un moment donné, elle pige un truc que là aussi, en général, les jeunes ne pigent pas parce qu'ils n'ont pas forcément ce type de littérature, ils ne plongent pas forcément dans ce type de littérature, mais elle pige que il y a un dénominateur commun à ces savoirs et ce dénominateur commun, cette logique, ce paradigme, c'est la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Des ruptures brusques et irréversibles sont possiblement devant nous, et voilà, sans retour en arrière possible. Et donc, dans ce qu'on est en train de dire, là, vous voyez bien, il y a la question du rapport au savoir, c'est-à-dire on sait, on est en lien avec ce qu'on sait, et d'un côté, il y a rupture, il y a prolongement, continuité, et de l'autre, il y a rupture. Et donc, il y a deux paradigmes qui sont oppositionnels, quoi. N'importe qui face à ça, bah, passe à la suite, quoi. Mettre une série Netflix, va faire du shopping, je sais pas trop quoi. Enfin bref, vous voyez la vie, quoi, qui fait que, bah oui, il y a des incohérences partout. Voilà. Et il se trouve que cette personne, à cet endroit-là précisément, elle bug. Elle se dit, c'est pas possible. Rupture, continuité, voilà. Alors, il trouve qu'elle aurait pu faire la grève de la science. Il se trouve que cette personne, elle a décidé de faire la grève de l'école. Donc, vous commencez à l'identifier, hein, c'est Greta Thunberg. Donc, elle prend un bout de carton qui traîne et elle écrit: Je fais la grève de l'école, et elle va mettre le bout de carton sur les marches du Parlement suédois. Et de fin août jusqu'au 9 septembre, date des élections du Parlement européen, elle fait grève, elle le signifie. Puis après, elle retourne à l'école, mais elle fait grève les vendredis, hein. C'était voilà, les grèves. Et petit à petit, il y a eu un phénomène comme ça, voilà, petit à petit, qui a essaimé. Et il y a des journalistes qui sont passés, qui ont dit, bah, on est d'accord, la place des mioches, c'est à l'école, quoi, t'as rien à faire là dans la rue, etc. Et puis, ben, ils se rendent compte qu'en fait, elle est capable de rendre compte de son geste, en fait. Parce que moi, j'ai des enfants, et le coup de la grève de l'école, je parle pas trop fort, ils sont dans la pièce à côté. Le coup de la grève de l'école, je veux dire, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est organiser un espace de glande, quoi. Bon, voilà, vous avez des élèves, vous avez des enfants, enfin, vous savez ce que c'est que, voilà, qu'organiser cette glande. Là, c'est autre chose, c'est un geste dont elle peut rendre compte, c'est-à-dire un geste politique. Et puis, petit à petit, voilà, on a identifié qu'elle en avait sous la semelle. Il y a eu en décembre 2018 une tribune qui lui a été offerte à l'ONU. On a vu qu'elle savait faire des super bras d'honneur à Donald Trump, et ça a été le début d'une grande figure médiatique, voilà, qui a généré des choses, un mouvement, de mon point de vue, dans le rapport au savoir, un mouvement qui n'est pas sans lien, à mon avis, avec ce qui se passe aussi aujourd'hui, avec les trois conférences là, enfin, ou trois temps d'ateliers que vous avez eus, avec la façon dont votre académie se mobilise sur les questions climatiques, en lien avec les différentes académies, en lien avec des injonctions ministérielles, etc. Puisque le mouvement des lycéens et étudiants grévistes pour le climat, ça n'a pas été un phénomène sociologique de fou, ça a été un phénomène médiatique surtout, mais un phénomène médiatique assez puissant, voilà, qui a généré de fait derrière un mouvement au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis aussi de l'éducation nationale. C'est pas c'est pas la seule cause du mouvement, hein. Il y a eu tout un tas de choses précédemment, bien sûr, hein. Puis avec l'éducation développement durable, l'éducation climat, enfin bref. Bref, mais dans cette petite anecdote introductive, on voit apparaître trois pôles. On a le pôle de l'école, voilà, de la transmission, de l'éducation. On a le pôle des savoirs scientifiques. Greta Thunberg, elle appelle ça la science avec un grand S, comme ça, on va plutôt enfin, appeler ça les savoirs scientifiques. C'est au cœur de controverses qui sont produits, etc. Voilà, il y a de la pluralité dans ce pôle-là. Et puis un pôle politique, l'a interpellé dans sa composante démocratique, voilà, avec la question du Parlement, et qui est le pôle problématique là, dans cette histoire, hein, voilà. Voilà, et donc ces trois pôles-là, ça va être au cœur de ces trois pôles qu'on va problématiser l'heure ou les trois quarts d'heure qui nous restent là ensemble.
Dans une première partie, je vais donc vous dire un petit état des lieux du système Terre en 2024. Donc en gros, c'est une première partie toute simple sur ce que nous savons. Donc c'est une première partie pour poser les savoirs, pas pas les miens, mais les nôtres, c'est-à-dire ceux des communautés scientifiques. C'est sur cette partie, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, il le peut. Il y a un processus à faire. Il faut faire une thèse de climato ou de géologie ou voilà, publier dans les articles scientifiques, les Nature, les Science, etc. Et puis à ce moment-là, il entre dans un endroit qui est le lieu du débat scientifique, le lieu des controverses qui permettent de faire avancer les savoirs scientifiques. Mais ce n'est pas le lieu du débat citoyen. Alors là, je dis ça avec un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu cash, puis ça rappelle un peu quand on dit bah, là-dessus, t'as pas droit à la parole. Mais c'est pour identifier un deuxième espace où il y a droit à la parole. Ça va être le deuxième, deuxième partie de mon intervention, c'est après avoir dit ce que nous savons, je vais juste vous dire moi ce que je pense. Alors ce que je pense, on a franchement rien à carrer, hein, voilà. Mais enfin bon, bref, comme on passe un petit temps ensemble, je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense, surtout pas pour que vous pensiez comme je pense, mais pour que chacun en face se dise, bah tiens, moi, qu'est-ce que je pense? Ah ben, moi, je suis d'accord, non, moi, je suis pas d'accord, etc. Là, c'est le lieu vraiment du désaccord, et puis c'est le lieu où chacun bah, va pouvoir se dire, bah lui, voilà, lui, ce qu'il pense. Et alors, vous voyez bien que ce que je pense, ça n'a rien à voir avec ce que nous savons, et ça permet de différencier les savoirs, la pensée. Puis il y a un troisième truc, j'aimerais dire, il y a un troisième pôle, ça ne sera pas une partie en tant que telle, parce que j'aurai pas suffisamment de matière pour l'alimenter. Mais on pourra se dire aussi de temps en temps ce qu'on croit, en fait. C'est-à-dire les utopies, les espoirs, les élans, ce qui nous fait nous mettre en mouvement, ce qui nous fait agir, etc. Et ça permet d'identifier ce troisième pôle, bah, qui est le pôle des croyances. Voilà. Et le pôle des croyances, il est très distinct du pôle des savoirs. C'est une évidence ce que je dis, mais savoir, penser, croire, c'est trois choses qui sont distinctes, qui sont à différencier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut le redire parce que on est dans un moment où il y a une montée très conséquente d'un climato-scepticisme, d'un climato-dénialiste, qui, après s'être un tout petit peu estompé ou avoir pris d'autres habits, les habits du climato-solutionnisme, etc., du technosolutionnisme, prend aujourd'hui de plus en plus les habits d'un climato-dénialisme vraiment grasse, basique, voilà, avec une montée aussi des populismes d'extrême droite qui sont précisément caractérisés par une torsion dans le rapport au réel, où du coup on ne sait plus où sont les faits. Voilà. Ça, c'est Hannah Arendt qui nous a bien aidé à différencier les faits de l'opinion. Chacun a droit de penser ce qu'il pense autour de la table. À partir du moment où on peut se mettre d'accord sur les faits. Si on peut plus se mettre d'accord sur les faits, on sort du spectre démocratique, on sort du giron de l'exercice de la démocratie, et le spectre totalitaire apparaît, émerge. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un moment comme celui-là. Donc, il s'agit vraiment de pouvoir bien différencier la croyance du savoir et puis les faits de l'opinion. Voilà. Bah, ma foi, je regarde mon timing pour pas partir en vrille ou en version longue. Et puis j'ai un petit. Alors j'ai un PowerPoint juste pour. Mais du coup, voilà. J'ai un PowerPoint juste pour cette première partie. Euh, je, Hop, voilà, normalement vous devez le voir. Alors, premièrement, je vous rassure, le PowerPoint, il n'est pas là pour que vous le voyez, il est là pour moi. C'est-à-dire, il est écrit en tout petit, machin, etc. Il est vraiment pas bien goupillé. Voilà. Il est là simplement pour que quand vous ne me croyez pas, et il y a des moments où ce que je vais vous dire, c'est proprement incroyable. Là, en fait, que vous alliez par vous-même lire les articles en question pour vous mettre directement en relation avec ces savoirs. Alors, sur ce que nous savons, ça pourrait prendre 2 3 heures tranquillement sans problème. Là, je vais essayer de faire ça je regarde mon petit timing, en 12 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Donc, je vais aller assez vite. Je vais nommer de temps en temps quelques controverses sans pouvoir rentrer jusqu'au bout dans les controverses. Puis, s'il y a besoin qu'on rentre davantage dedans, hein, on rentrera dans le temps de questions, quoi. Alors, je remonte juste là, 15 ans en arrière, en 2009, on a un type, Johan Rockström. C'est un chercheur spécialisé sur le système Terre. Lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à transmettre
des savoirs, pour comprendre le système Terre, mais aussi pour le ressentir d'une certaine façon. Et donc, le système Terre est le système le plus complexe qui soit. Et donc, il se dit, mais en fait, il faut qu'on simplifie la complexité pour que les uns et les autres, on puisse le comprendre, on puisse le ressentir, on puisse, voilà. Donc, il fait un exercice de simplification. Il est dans une épistémologie particulière, dans une façon de produire des savoirs particulière, parce qu'il produit des savoirs pas juste à l'adresse d'une communauté scientifique, mais de plusieurs communautés scientifiques. Et en même temps, il produit des récits qui vont accompagner la réception des savoirs. Ça veut dire que, en gros, c'est Johan Rockström et ses collègues, ce sont des chercheurs qui font de la com. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut le souligner. Et donc, c'est un lieu nécessairement de controverse. Parce que globalement, les chercheurs, on est des quiches en com. On est des vrais quiches. Le meilleur indicateur, c'est ce plus 1,1, 1,2, 2,1, 1,5, 2 degrés. Il ne faut surtout pas atteindre plus 3, etc., qui est l'indicateur pour mesurer le dérèglement climatique global, en fait, qui ne veut rien dire aux citoyens lambda, qui entendant plus 1,5 degré, ils pensent que c'est une température, c'est une moyenne des températures, enfin, c'est un écart entre des moyennes de température, donc ça n'a rien à voir. Et voilà, et donc on se dit, bon, bah là, s'il avait fait plus 1 degré de plus, ça l'aurait fait, on aurait fait la même, moi j'aurais fait tomber la veste, ou je serais venu en Marcel, ou bref, voilà, et puis ça l'aurait fait. Sans mesurer l'ampleur de la destruction des conditions qui permettent la vie humaine en société. On les entend pas dans le plus 1,5. Les chercheurs, ils les voient, ils les entendent, c'est très concret pour eux. Mais voilà, l'indicateur, il est mal fagoté. Bref, c'est une parenthèse. Euh, et donc, du coup, voilà, ces chercheurs, ils se disent, mais si on réduit la complexité du système Terre, le système Terre est la résultante de 9 processus écologiques. 9 processus écologiques qui, si on les force trop, ça lâche. On franchit un seuil. Et franchir un seuil, c'est dangereux. C'est comme quand vous êtes près des voies à la SNCF, vous tombez sur les voies. Ah, là, il y a un danger. Donc, du coup, les types de la SNCF, ils ont quoi? Bah, ils ont tracé un trait à distance de sécurité du seuil, à distance des voies, un grand trait blanc avec un petit retour-pied là pour les personnes malvoyantes quand on marche dessus. Être sur la limite, c'est pour bien grave, on peut s'asseoir, manger un casse-dalle, boire un coup, voilà. Mais si on se rapproche, si on dépasse trop la limite, on tombe sur les voies. Donc là, il y a danger, quoi. Voilà. Voilà. En 2009, ils identifient 3 des 9 limites planétaires qui sont transgressées. En 2023, 6 des 9 limites planétaires. Les limites planétaires transgressées, c'est le climat, la biodiversité, le cycle de l'eau, les pollutions chimiques, plastiques, etc., l'anthropisation des sols, et puis, je sais plus où j'en suis dans ma comptabilité. Bref, voilà, peu importe. Puis, euh, et les flux biogéochimiques. Les flux biogéochimiques, l'azote et le phosphore, c'est deux éléments qui sont indispensables pour la capacité de la vie de se démultiplier, quoi. Donc, voilà. C'est un modèle très organique, le modèle des limites planétaires, qui n'a pas cessé d'évoluer. Il est absolument passionnant. Il est à l'interface entre science et société. Voilà, j'avance mais on peut revenir là-dessus. C'est un modèle extrêmement intéressant, autant scientifiquement que pour penser le déploiement des sociétés dans un espace d'action qui soit sécurisé. En 2011, on a Barnowski dans Nature, il nous dit, est-ce qu'une 6e extinction de masse ne serait pas en train d'advenir? Il pose la question, il prolonge les courbes de disparition des espèces et il dit, tiens, d'ici 200 à 500 ans, on pourrait voir advenir une extinction de masse. Une extinction de masse, c'est la perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel relativement court qui est 2 millions d'années à l'échelle planétaire. Et nous, Homo sapiens, on a déboulé il y a 0,35 millions d'années. Et en 0,00, donc juste 200 à 500 ans, on pourrait avoir détruit 75% de la biodiversité. J'avance, hein, comme ça, je me rapproche petit à petit de chez nous, là, de 2024. Et puis bah, j'avance jusqu'au plus profond et aux confins du glauque, hein. On ne va pas se mentir, hein, on n'est pas là pour se cacher la face, on est là pour faire un tour du réel. 2014, Luciana Gatti, elle publie un article là dans Nature. Elle fait un bilan carbone des forêts du bassin amazonien.
donc ce qu'on appelle la forêt amazonienne, ce que parfois on appelle complètement à tort le poumon de la planète. C'est plutôt qu'un paquet de clopes, quoi. Bref, voilà. Et elle compare l'année 2010 exceptionnellement sèche à l'année 2011 exceptionnellement humide. Lors de l'année sèche, il y a eu plus d'émissions de carbone que de captation. Lors de l'année humide, il y a un bilan carbone qui est stable. Et ensuite, il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus. Et le bilan entre 2010 et 2020 de cette décennie-là, il est excédentaire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'émissions que de captation. Alors, là, il faut s'arrêter 30 secondes parce que chacun de nous, on a appris le miracle de la symbiose entre la vie animale et la vie végétale. On émet du CO2, les plantes le captent, elles émettent du dioxygène, et ça fait que la vie de l'un permet de la vie de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand il y a un stress hydrique, c'est-à-dire une période sèche, il y a une respiration photosynthèse qui sont moins amples, donc il y a moins de captation de carbone. Premier facteur. Deuxième facteur, il y a des arbres qui décèdent. Quand il meurt, l'arbre ne capte plus le carbone. Troisième facteur, il y a des départs d'incendie. Et donc, quand il y a un départ d'incendie, le carbone qui s'est stocké dans les troncs, il est rebalancé dans l'atmosphère. Et dernier facteur, il est proprement politique. Il y a eu des politiques agressives de déforestation. Et à la place, on a planté des bœufs. Et ben, un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone qu'un arbre. Voilà, en gros, les facteurs explicatifs. J'essaie de... Ah oui, ça y est. Continue d'avancer. Alors, peut-être là, on se dit, bon, bah, ouais, c'est rude, voilà, mais les humains, on va s'adapter, quoi. De fait, euh, on a une capacité assez extraordinaire comme organisme vivant de nous adapter sur le temps très long, voilà, et puis sur des temps parfois aussi un petit peu plus courts, en fait. Voilà. Avec les mutations génétiques et puis l'épigénétique. Enfin. Et, alors, peut-être juste un point sur cette question de l'adaptation humaine. J'ai même envie de dire juste proprement physiologique à la question de la température, si on simplifie juste un des éléments du problème contemporain. Là, il fait un peu chaud, mais globalement, on est en France dans un endroit où il fait plutôt très froid en ce moment par rapport à l'ampleur des températures dans l'hémisphère nord en ce moment. Dans quelques semaines, peut-être qu'il fera très chaud. Et en fait, quand il fait très chaud, chacun d'entre nous, on connaît, on a déjà fait l'expérience de voir une corrélation entre la chaleur et l'odeur. C'est-à-dire, en fait, quand il fait chaud, ça sent un peu de dessous les aisselles. Quand vous voyez le truc, voilà, tout le monde est dans la même situation. On a un corps humain et une machine thermodynamique qui régule sa température corporelle à 36-37 degrés. Et pour ça, quand on a un excédent de chaleur, donc d'énergie qui est captée par le corps, on lui fait faire un travail de transformation de l'eau en vapeur d'eau pour réguler sa température corporelle. Ça marche quand on peut envoyer de la vapeur d'eau à pression constante dans l'air qui nous environne. Mais si l'air est saturé en vapeur d'eau, s'il y a 99 ou 100% de taux d'humidité dans l'air, bah, on ne peut pas en mettre davantage. Donc, du coup, l'énergie reste et il y a une montée en température. Une montée en température qui devient problématique à partir de 31 degrés de température humide et létale au bout de 6 heures à partir de 35 degrés de température humide. 35 degrés avec un taux d'humidité saturé dans l'air. Voilà, ça c'est un premier truc déjà pour dire. Bon, bah. Et ça, c'est un phénomène qui est croissant notamment en Asie, voilà, qui est particulièrement problématique pour les humains, mais aussi pour le bétail. Aujourd'hui, on a 34% de la population humaine mondiale, telle qu'elle est positionnée sur le globe, confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse, 31 degrés. Dans un scénario où on se retrouve à plus 3 degrés à peu près de réchauffement global moyen d'ici 2100, on serait confronté, la population humaine telle qu'elle est positionnée aujourd'hui, serait confrontée, 74% pardon, de la population humaine telle qu'elle est positionnée aujourd'hui sur le globe serait confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse. Ça ne nous donne pas exactement le nombre de jours de température létale, mais ça donne un ordre d'idée de, des vagues, l'ampleur des vagues migratoires qui sont devant nous. Un ordre d'idée très imparfait, hein. L'indicateur, il est pas parfait, mais voilà. Je continue. En 2011, je continue et c'est pas, voilà, c'est pas marrant.
je continue. En 2017, on a un auteur, enfin trois auteurs, là, trois stars, hein, pour ceux qui les connaissent, là, Ceballos, Erlich, Herzog, qui reprennent l'article de Barnowski 2011 sur est-ce qu'une sixième extinction de masse ne serait pas en train d'advenir? Ils regardent le problème un petit peu autrement, en regardant pas tellement le taux de disparition des espèces, mais le taux de disparition des populations. C'est-à-dire, une espèce, donc on voit ce que c'est qu'une espèce. Une population, c'est l'endroit où est une espèce. Donc nous, l'espèce humaine, on a plein de populations, on est à plein d'endroits. Et en fait, ils disent, ah tiens, mais si on regarde les disparitions des populations, aussi chez les espèces qui ne sont pas menacées d'extinction parce qu'ils ont des populations qui demeurent, là, ce à quoi nous avons affaire, c'est à une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant, puis là, singulièrement dans l'histoire des vertébrés. C'est-à-dire, en fait, ils rompent d'une certaine façon avec le modèle de l'extinction de masse, ou en tout cas, ils le questionnent en disant, mais là, c'est pas dans 200, 500 ans que, etc. C'est une annihilation biologique sans précédent. 2017, Margot Bador, une Française, elle prend la canicule de 2003. Et elle se dit, mais en 2100, ça donne quoi? Avec 2 degrés de réchauffement global moyen en plus. En 2003, il avait fait 42 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Et avec 2 degrés de réchauffement global en plus, on atteint plus 13 degrés de plus, c'est-à-dire 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Alors, 55 degrés, il faut juste s'arrêter 30 secondes. C'est-à-dire, mais le record du monde, c'est quoi, en fait? Le record du monde, on l'a un peu pété récemment, le temps que ce soit un peu homologué. Enfin bref, le temps, jusqu'à pas, il y a pas très longtemps, le record du monde, c'était 54,8 degrés dans un désert aux États-Unis. Ça veut dire la France championne du monde. C'est le moment de préparation de l'Euro, c'est déjà pas mal, champion du monde. 55 degrés, c'est des températures qui ont cours dans le désert. Pas parce que dans les déserts, il fait chaud, parce que ça désertifie, parce que ça désertifie des pans entiers du territoire, et là du territoire national, qui pouvaient être dédiés à la production agricole et qui ne le sont plus. Alors, là, ça vaut le coup de se dire, bon, ok, la situation est vraiment problématique. Euh, on a rencontré ce soir un type, il nous parlait de 2100 comme s'il en revenait. Qu'est-ce qui nous dit, à un moment donné, quelle fiabilité on peut avoir dans ces études prospectives? Il faut se poser la question si on est intellectuellement honnête, quoi. C'est pas parce qu'à un moment donné, on aurait dit un truc, lu un truc. Voilà. Alors, on a un indicateur qui permet de visualiser grossièrement hein, la fiabilité dans les études prospectives, c'est de regarder derrière, de regarder, mais en fait, rétrospectivement, les études prospectives, elles se sont plantées ou pas? Bah ouais, les chercheurs, ils sont toujours un tout petit peu plantés, c'est un peu pire que ce qu'on pensait. Parce qu'en fait, il y a des effets des boucles de rétroaction, etc. Des chercheurs pouvaient en avoir l'intuition, mais ils n'en avaient pas la preuve suffisante. Donc, ce n'était pas intégré dans des modes, dans des boucles de rétroaction. Certains pouvaient avoir à un moment donné des élans de confiance en disant, mais en fait, le fait de savoir, ça va générer des prises de conscience. Donc, à un moment donné, on va réguler. Et puis, ben, finalement, non. Et donc, de fait, on est dans une situation un peu pire que prévu. Donc, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais à titre personnel, j'accorde un degré de confiance élevé dans les études prospectives. Alors, bon, là, on arrive, voilà, on arrive, là, c'est le pire truc. Voilà, une fois qu'on est là. Un article en 2018 de Stephen, et c'est la bande à Rockstrom, etc. C'est la bande des limites, là, en fait. En fait, ces chercheurs ont travaillé sur les limites planétaires. Je vous l'ai dit, c'est un modèle très organique. En 2018, ils font comme une espèce de hors-série. Ils tapent du poing sur la table et ils disent non, mais en fait, ils n'ont pas compris, les sociétés n'ont pas compris. On va expliquer le truc plus clairement. On va simplifier la complexité scientifique dans le mode de production de savoir qu'est le modèle théorique des limites planétaires. Et en fait, il n'y a pas 9 seuils, 9 limites. Et en 2015, ils avaient considérablement complexifié l'affaire. Il y avait plusieurs dizaines de seuils et de limites en interaction les uns avec les autres. Là, ils disent fondamentalement, il y a un seuil. Il y a un seuil qui, si on le franchit, fragilise ou- ou entrave le déploiement des sociétés. On va le comprendre très très vite ensemble. Ce seuil, il a une dimension assez intuitive d'une certaine façon. Alors, il y a des controverses à cet endroit, hein. Il y a des controverses scientifiques. Voilà.
En gros, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, quand ça se réchauffe, ça flambe. Donc, il y a un risque très documenté de sabanisation des forêts du bassin amazonien qui émettent du carbone. Et donc, du coup, ça se réchauffe. Donc, ça flambe davantage. Donc, ça fait flamber aussi des forêts du Grand Nord. Donc, ça se réchauffe. Donc, ça flambe davantage. Et donc, ça fait fondre les calottes glaciaires arctiques et antarctiques. Pas complètement, mais en tout cas, ça les fait se réduire. Plus elles se réduisent, plus la surface blanche est réduite, donc le pouvoir réfléchissant de cette surface, le blanc, ça réfléchit, le rayonnement solaire, donc ça réfléchit aussi, enfin voilà, il n'y a pas de captation enfin, peu de captation de chaleur. Quand ça réfléchit, c'est des terres émergées ou des mers qui apparaissent, qui, elles, sont sombres et captent la chaleur. Donc ça se réchauffe, donc ça se rétrécit. C'est des endroits où on peut être parfois à 4 km de haut. Bah, du coup, ça commence à fondre. Plus ça fond, plus ça baisse, plus il fait chaud, plus ça fond vite. Quand ça fond, ça émet des gaz à effet de serre, notamment CO2, et hop, ça participe du réchauffement. Donc, du coup, voilà. Et c'est pareil pour les sols alaskais, groenlandais, sibériens, qui sont ce qu'on appelle du pergélisol, du permafrost, des sols gelés en permanence qui contiennent différents gaz à effet de serre qui, en fait, hop, sont libérés et ça se réchauffe. Et il y a une activité microbienne qui reprend dans les sols avec une respiration et donc du coup une émission de CO2 et ça se réchauffe. Et vous voyez, dans tout ce que je dis, à aucun moment on a parlé de la consommation de viande, du trafic aérien, de nos SUV, etc. Il y a quelque chose qui s'emballe. Tout ça. Alors, j'accélère un peu là. Ça, c'est quelques-uns des livres que j'ai écrits ces derniers temps. Je m'identifie à mes petites productions. Voilà, je vous les partage. Je vous les partage pour vous partager aussi quelque chose de plus profond, de plonger dans ces savoirs biogéophysiques, scientifiques. Je peux vous dire ce que ça m'a fait vivre en fait, parce que voilà, ça a généré sur moi une espèce de déflagration, une déflagration existentielle. C'est venu noircir mon regard sur le monde, sur la vie, etc. Un regard habituellement positif sur l'humain, tout ça, c'est venu à me mettre comme une espèce de voile. À un moment donné, je me suis passionné pour un débat, le débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Chacun son trip. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des trips chelous. En tout cas, les enseignants, souvent, ils ont des trips chelous. Le débat stratigraphique sur la datation d'entrée dans l'Anthropocène, c'est un débat de géologues voilà, qui grattent le sol et puis qui l'étudient, etc., pour se dire, mais en fait, cette nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, quand est-ce que ça a commencé? Et à chaque fois, et donc il y a tout un tas de datations possibles. Et à chaque fois, les datations, elles sont porteuses d'une histoire, elles disent une dimension de l'aventure humaine. Et elles montrent la face glauque, en fait, de l'humanité. La face glauque, elle s'appelle domination, préemption, s'appelle machisme, exploitation, creusement des inégalités entre les riches et les pauvres, entre les vieux et les jeunes, entre le nord et le sud, entre aujourd'hui et demain. Et donc tout ça, moi, ça, en tout cas, je vous parle de mon petit cœur pendant 2 minutes simplement pour dire, mais en fait, les émotions, elles sont pas, ça nous fait vivre. Donc ça m'a fait rentrer dans un espèce de mode autistique et monomaniaque, à tout faire pour essayer d'avoir du temps libre, pour essayer de comprendre et écrire, pour lire et écrire, pour essayer de comprendre l'Anthropocène, pour essayer de tout saisir d'une certaine façon de cette espèce de drame qui nous arrive. Et moi, ça m'a fait vivre de la peur, en fait, de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se tramer là demain? Du dégoût, de me dire, oh, en fait, c'est ça la trace qu'on laisse sur Terre. Ça m'a fait vivre de la rancœur, puis ça m'a fait vivre aussi de la colère, en fait, beaucoup de colère, de me dire, mais bon sang, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on a pu entrer dans une nouvelle époque géologique sans qu'à aucun moment ça ait fait l'objet d'un choix politique, en ayant l'impression qu'il y avait quelque chose qui fondamentalement nous échappait. Bon, donc en vous parlant là, voilà, de mon petit cœur, vous voyez bien que je suis plus dans ce que nous savons, je suis dans un espèce de moment de transition entre ce que nous savons, ce que ça nous fait vivre, et puis à partir de là, moi en tout cas, vous dire ce que je pense. Et je regarde le timing et je pense que j'ai quasi mangé le temps, donc je vais être très, je vais avancer de façon très pointilliste ou un peu impressionniste comme ça, juste en amenant un truc, un autre, un autre, un autre. Euh,
La première chose que je pense, c'est qu'on doit mettre les savoirs scientifiques, au cœur de nos organisations, et pas uniquement de nos organisations scolaires, mais de toutes les organisations. Et que les uns et les autres, on va dire, ah bah, c'est hyper utopique, hyper, je sais pas quoi, oui, très bien, tout à fait. Les uns et les autres, on doit faire des exercices. On doit faire des exercices pour être en prise avec ces savoirs, pour essayer de voir ou de comprendre le monde, nos sociétés, l'espace socio-économique, culturel, éducatif, mais le comprendre, le voir et le comprendre à partir de la matière, à partir du réel. Et on n'a pas 36 000 médiations pour être en prise avec le réel. Ce sont les savoirs scientifiques qui nous permettent d'être en prise avec le réel. Les autres trucs, ben, c'est des interprétations, c'est de l'idée, c'est de l'idéologie, etc. Et pour l'instant, on regarde le monde à partir de nos idéologies et on n'arrive pas à essayer de le voir à partir de la matière. Donc pour ça, pour moi, il y a une espèce d'exercice qu'on doit faire. Moi, par exemple, pour vous dire une petite anecdote, euh, il y avait un jour, donc je donne un cours comme ça sur ces choses-là, j'ai envie de dire, aux étudiants. Et puis bah, je suis rentré chez moi, c'était 18h, 20h un mardi, et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était passé, en fait, que ça s'était bien passé. Et donc, du coup, voilà, j'arrive chez moi, je m'ouvre une petite lèvre de la victoire, voilà, content. Enfin bref, chacun d'entre vous, comme enseignant, je pense que vous connaissez le truc. À un moment donné, on est content quand on se dit, ah bah ma vie, ça sert à quelque chose, ça s'est bien passé en cours, voilà. Et puis le mardi d'après, j'avais cours à nouveau à 18h. Et puis, de fait, il y a un petit débat qui prend dans l'amphi, etc. Il y a quelque chose qui se passe, enfin, il y a un truc un peu sympa, ça tourne, voilà. Puis à un moment donné, il y a une étudiante gabonaise qui prend la parole, puis qui dit la façon dont ça se passe chez elle, et puis voilà. Puis à un moment donné, en fait, l'amphi se met à peu près d'accord pour dire que bah, si on apprenait aux pays africains à recycler, déjà, ça irait un peu mieux. Et là, je me suis complètement effondré, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je leur parlais des savoirs, je voyais le mur sur lequel nos sociétés sont en train de se scratcher. Et en fait, j'avais pas réussi à transmettre ce mur-là. J'avais pas réussi à leur. Alors, une autre image, c'est de dire, oh, mais en fait, on marche sur un lac gelé. Il n'y a pas 15 000 possibilités. Soit la glace, elle tient, soit elle lâche. C'est un peu glauque, mais voilà. Et, voilà. Et de fait, si on consommait comme, comme les Gabonais ou comme des Érythréens ou des Somaliens, ben en fait, si on avait ce mode de consommation, ça fait disparaître le mur. Il n'y a aucun problème, même si on ne recycle pas, même si tous les déchets plastiques, on les balance dans les océans, c'est pas forcément quelque chose à faire. Mais en tout cas, combien même on ferait ça, le mur sur lequel on est en train de se scratcher, il disparaît et la pérennité de la vie humaine en société, elle est assurée. Voilà. C'est-à-dire le cœur problématique, fondamentalement, c'est le rapport à la consommation. Voilà, pour dire cette question des exercices et puis du rapport, voilà, l'importance de faire des exercices, d'être en prise avec le réel. Être en prise avec le réel pour aussi euh, demeurer en fait en présence des savoirs, pour voir le monde autrement, pour bien intégrer le fait que l'anthropocène n'est pas un problème à résoudre. On n'a pas un monde cassé à réparer. Ce pas des politiques je sais pas quoi, développement durable, etc., qui vont réparer le monde qui est cassé. C'est autre chose, beaucoup plus profond. Et dès qu'on demeure dans ce paradigme solutionniste, ben, en fait, on continue de scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà. Donc le problème, il est vraiment, il est fort, il est profond. Il faut qu'on apprenne à demeurer dans cette impuissance que génèrent les savoirs. Une impuissance, en fait, derrière qui nous fait demeurer dans un endroit très, très désagréable, qui est le fait qu'il n'y a pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'action possible, mais fondamentalement, il n'y a pas de solution. Et c'est un mensonge, c'est un leurre de croire qu'à un moment donné, ah bah oui, la bagnole électrique, ça va le faire, ou ah bah oui, ceci, ça va le faire, et puis on continue d'avancer et d'accélérer, etc. et machin. De dire qu'il n'y a pas de solution, ça ne veut pas dire. Là, je différencie vraiment action et solution. C'est à partir de Hannah Arendt, hein, qui différencie bien la sphère économique de la sphère politique. Bref, voilà, une action qui soit une action suffisamment conséquente à la hauteur des enjeux, qui soit de l'ordre d'un soulèvement dont le critère de jugement de l'action et de l'action publique, de l'action collective, c'est est-ce que ça contient l'emballement du système Terre? Et c'est pas de savoir si on fait des choses pour la planète, pour la nature, pour les arbres. Ceux qui aiment faire des câlins avec des arbres, ils peuvent faire des câlins avec des arbres. Mais c'est pas ça qui va venir contenir l'emballement du système. Un autre truc, c'est que fondamentalement, on a un problème dans le rapport au savoir.
Une anecdote assez juste dingue, mais réelle. Les lycéens du parcours de spécialité SES, lors du nouveau bac en 2022, ils ont dû plancher sur le sujet d'examen suivant. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Ça, c'est le programme de SES. C'est pas juste, je sais pas quoi, deux agrégés qui ont pété une durite. C'est le programme de SES validé par toutes les instances de l'éducation nationale. Alors, là, les types, ils ont lu des articles voilà, sur les limites planétaires, je ne sais pas trop quoi, ils confondent limites et processus écologiques, mais à la limite, bref, peu importe. Mais là, la limite est positionnée comme quelque chose à dépasser pour demeurer en référence au paradigme de croissance, sans voir qu'il y a un problème au réel, qui est de rapport au réel plus profond et plus sous-jacent, quoi. Voilà. Qui est le fait que, ben, si on regarde le monde à partir de la matière, en fait, la croissance ne prend pas, ne s'encastre pas dans le réel tel qu'il est. Et la croissance ici est ni plus ni moins une idéologie. C'est aussi simple d'un point de vue biogéophysique. Pour le dire de façon cash, comment est-ce que l'école républicaine, elle peut poursuivre sa mission d'émancipation en étant à certains endroits enlisée dans un rapport obscurantiste au savoir? Voilà, la critique est un peu cash et radicale, mais à certains endroits, c'est le problème qu'on a. Une autre façon de dire aussi la même chose, c'est dire qu'en fait, les savoirs, ils sont où? Ben, en fait, ils s'encastrent dans des bibliothèques empoussiérées, dans des rapports du GIEC de plusieurs milliers de pages écrits en anglais, non traduits en français. Mais ils ne sont pas hébergés dans nos tripes, en fait. L'endroit fondamental où héberger le savoir, fondamentalement, bah, c'est nos tripes, quoi. Voilà. Alors, je regarde, il faut que j'arrive sur la fin. Là, je coupe tout un tas de trucs. Il y a un endroit aussi, on ne va pas se mentir, où on a un problème. Prenons l'exemple d'un petit Léo. Le petit Léo, il est en terminale, il est en maths, HGGSP, SES, par exemple. Bon. Il va voir son prof de maths, prof principal. Et puis le petit Léo, il est méritant, hein. Il ne vient pas forcément d'un milieu pété de thunes ou je ne sais pas quoi. Voilà, il bosse, etc. Et il cause avec son prof de maths de ce qu'il veut faire. Et en fait, il veut faire une prépa HEC. Bon, c'est pas interdit, hein. Voilà, il veut faire une prépa HEC parce que il veut intégrer HEC et puis ensuite il veut bosser dans le milieu bancaire. Moi, vous voyez, je suis dans un espace anthropisé, là, c'est ma maison. Voilà, ma maison, je l'ai achetée grâce aux banques, hein, et ça me permet de mettre ma famille à l'abri. Voilà, donc, je ne vais pas vous dire non plus les banques sans faire l'apologie des banques, mais bref, voilà, en même temps, heureusement qu'il y a des banques, j'ai envie de dire. Parce qu'il veut être banquier et il veut être trader. En fait, il a compris qu'on pouvait se faire du blé en prenant des positions sur le blé ukrainien ou sur les médicaments. Alors là, au nom de quelle morale non fondée en droit, le prof de maths va dire au petit Léo, oh, bah, tu sais, l'Ukrainien est ton frère, quand même, ce serait sympa de lui laisser un petit peu de blé pour qu'il ait à manger, etc. C'est pas possible. On a envie de dire, bah, il faut que le prof de maths qu'il s'occupe de ses affaires, c'est-à-dire qu'il transmette des savoirs, et puis ensuite de savoir à quelle finalité ça va être ordonné dans sa vie de citoyen. C'est pas le problème du prof de maths. Bah ouais, mais vous voyez bien qu'on a quand même un endroit où on a un problème. Il y a quand même un endroit où il y a quelque chose dont on a à se saisir. Alors là, on pourrait se dire, ah bah oui, mais alors donc du coup, l'école pourrait devenir le lieu de l'endoctrinement. Ah ben là, on perd tout. Si on éduque, non pas avec l'outil de l'éducateur qui est la problématisation, mais celui du politique qui est l'endoctrinement, bon, et là, on perd l'éducation. Je veux dire, il ne nous reste plus grand-chose où accrocher un espoir intellectuellement honnête pour demain, quoi. Voilà, vous voyez bien le problème. Une autre façon encore de dire la même chose, c'est que de dire, bah, à l'école, c'est important qu'on puisse transmettre des savoirs biogéophysiques, transmettre des savoirs sur le climat, sur la biosphère, etc. Et il y en a de plus en plus qui arrivent dans les programmes. Ben ouais, mais si on ne mobilise pas des savoirs sociopolitiques pour comprendre le réel, biogéophysique, ben en fait, on ne fait pas notre job. En d'autres termes, si on ne dit pas les mots, un système capitaliste, d'un capitalisme rentier et spéculatif, les raisons de l'impasse dans laquelle on est, c'est la maximisation des intérêts individuels.
C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Ou c'est une autre façon de dire la même chose, ça rappe un peu, c'est une proposition d'un politiste qui parle de classe rapace. Classe rapace, c'est pour signifier la porosité entre les plus hautes sphères de l'État, les cabinets ministériels, et puis la tête des entreprises du CAC 40. Et en fait, pour signifier cette porosité, voilà, c'est une proposition d'un politiste qui dit, mais en fait, on a affaire des classes rapaces. Derrière, ça appelle en creux une loi de séparation entre le privé et le public pour redonner de la vigueur au public, pour que le public puisse être dans sa fonction de préservation des biens qui nous sont communs et qui permettent la vie humaine en société. Donc, vous voyez bien que pour faire un travail d'objectivation du réel, on a besoin d'une lecture politique. Et aujourd'hui, à l'école, on est quand même un petit peu pris dans pas de politique à l'école. Parce que sinon, on fait une faute, si on fait une politique à l'école. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit faire la politique de l'école. Bah oui, mais aujourd'hui, la politique de l'école, elle s'est vendue pour pas cher au marché, une certaine façon de dire. Voilà. Et voilà, donc vous voyez bien les tensions dans lesquelles on est et l'importance de nous départir de la neutralité telle qu'elle est conçue aujourd'hui pour faire un travail d'objectivation, pour être en prise avec le réel. Pourquoi? Pas juste pour se faire plaisir, mais pour, à un moment donné, avoir les bons critères de jugement qui permettent de contenir l'emballement du système Terre pour pérenniser la vie humaine en société. Bon, voilà, en gros, en quelques lignes. Alors, peut-être quelques mots, hein, peut-être juste se dire un truc, oh, bah, voyons que c'est complètement glauque et tout, il y a plus qu'à se tirer une balle, qu'est-ce qu'on peut faire, ou je sais pas pourquoi, juste une raison d'espérer, en tout cas, mais la raison d'espérer, c'est à chacun de construire sa raison d'espérer, puis à nous ensemble, voilà. Moi, ce que je peux dire, un endroit où j'ancre à un moment donné un espèce d'espoir intellectuellement honnête à la hauteur des enjeux pour faire advenir des ruptures réalistes et justes, c'est de me dire que le pire n'est pas certain. Ça, c'est le magnifique titre d'un livre de Catherine et Raphaël Larère, Le pire n'est pas certain. Et c'est au nom de l'incertitude du temps présent bah, qu'une action est possible, qu'un soulèvement peut être possible, qu'on peut engager quelque chose à la hauteur des enjeux. Voilà, voilà, j'ai terminé et je pense que j'ai été plus long que prévu. C'est parfait. Merci beaucoup, Nathanaël. Dans le chat, on a déjà des réactions, dont certaines très très longues, mais qui sont de l'ordre du témoignage que je te laisserai découvrir. Mais on avait déjà une question. Peut-on mettre nos élèves face à ce terrible constat, Voilà. considérant que l'éco-anxiété générée est une étape nécessaire pour passer à l'action? Il y a Alors, deux questions dans la pardon. question. Génial. On est d'accord, hein, là, il n'y a pas d'élèves. Moi, on m'a dit, tu interviens auprès de personnes de l'académie, etc. Il y a une majorité d'enseignants. Donc, en fait, on est entre adultes. Donc, moi, je vous partage tout cash mes préoccupations d'adulte. Ce que j'ai dit, là, c'est pas le problème des jeunes. C'est nous qui sommes responsables du monde. C'est nous qui devons préparer un espace d'hospitalité pour accueillir ceux qui ne sont pas encore là, pour qu'ils puissent advenir, ou ceux qui commencent tout juste à être là, mais qui ne sont pas encore citoyens, qui sont mineurs, qui sont à l'abri de la citoyenneté. Parce que c'est quelque chose d'être citoyen, c'est une charge. Enfin, je veux dire, euh, que les jeunes savourent la vie, entre guillemets, enfin, je ne sais pas vraiment comment le dire, sans irresponsabilité, hein, mais tant qu'ils n'ont pas la charge de la citoyenneté, et puis derrière, la responsabilité du monde, voilà. Donc, après, il se pose la question de se dire, bon, ok, mais alors, comment est-ce qu'on prépare les jeunes? Comment est-ce qu'on organise un chemin qui permet à un moment donné, voilà. Là, c'est hyper balèze. Voilà, je n'ai pas la solution du tout. Je peux juste dire que comment est née l'éducation? L'éducation, elle est née dans le prolongement d'un mouvement de stabilisation et de prévisibilité bioclimatique, ce qu'on appelle l'Holocène. C'est il y a 11 700 ans. On était avant dans une époque glaciaire. On est rentré dans une époque interglaciaire particulièrement stable et prévisible. On avait chassé un peu toute la mégafaune et donc du coup, on a fait des enclos dans lesquels on a mis des bêtes et on a commencé à planter des choses. Mais planter des choses qui pouvaient pousser parce qu'il y avait une prévisibilité, une stabilité climatique.
Et puis à partir de là, donc en fait, on a appris à maîtriser les écosystèmes, à dégager des excédents, et dégageant des excédents, on les a dealés, on a fait du business, et ça a été toute la diversité fonctionnelle de nos sociétés. C'est pour ça que tranquille mimile, aujourd'hui, on peut être en train de causer, parce on va manger un casse-dalle à midi, on va manger un truc ce soir, des pâtes au pesto, je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et, euh, et petit à petit, on a transmis des choses. Et ces pratiques éducatives, elles se sont sédimentées, et puis il y a une pensée éducative qui est née, et puis même à un moment donné, on a créé l'éducation nationale. Euh, et donc ça, c'est la résultante, l'éducation est la résultante d'une prévisibilité, d'une stabilité bioclimatique. On entre dans une nouvelle époque géologique, donc la rupture qui est devant nous, dans laquelle on est en ce moment, elle est aussi conséquente que celle qui a prévalu à notre émergence, à notre naissance, à notre voilà. Donc du coup, bien sûr, je ne sais pas comment faire pour que l'éducation participe jusqu'au bout à ce défi sociétal qui est contenir l'emballement bioclimatique. Et là, il faut qu'on soit ensemble. Et là, il y a différentes sensibilités. Moi, de fait, vous avez entendu une sensibilité plus critique et politique. Il y en a d'autres, ils ont une sensibilité plus, je sais pas quoi, métaphysique, spirituelle, en disant, ah, bah, faut de l'intériorité, je sais pas quoi, c'est important, le truc, ou la relation, ou voilà, chacun va avoir son prisme. Et puis après, bien sûr, bah, il y a un temps pour chaque chose. Le temps de l'enfance, c'est le temps pour mettre les mains dans la terre, pour sortir, pour aller dehors, pour voilà. Puis à un moment donné, on apprend le fonctionnement des systèmes complexes pour être familiarisé avec des causalités qui ne sont pas juste linéaires. Et puis, etc. Voilà. J'étais muette. J'arrête là, oui, parce que je me suis dit, en fait, j'étais parti, Non, 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 c'est très bien. j'étais trop long. Non, Enfin, non, voilà. Et mais en disant ça, je vous dis, je n'ai pas la réponse fondamentalement et alors, l'éco-anxiété, il faut aussi, peut-être juste un mot sur l'éco-anxiété, du coup, enfin, euh, juste dire des espèces d'évidence, mais l'éco-anxiété, ça veut dire avoir les yeux en face des trous. Ça veut dire à un moment donné être lucide sur les risques. Ça veut dire être lucide sur l'irresponsabilité politique qui est celle de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Fondamentalement, l'éco-anxiété, c'est une politico-anxiété. Enfin, c'est à un moment donné de se dire, mais il y a un problème, et en fait, on fait rien, on fait comme si, on fait pas quoi, puis on voit bien que, voilà. Euh, et l'éco-anxiété, elle est aussi proportionnelle à l'inaction individuelle. C'est-à-dire que quand on n'est pas acteur, bah, de fait, le truc, ça part en vrille. Enfin, moi, je m'en rends compte pour moi, j'ai déjà eu ce type d'expérience-là, où à un moment donné, étant éloigné de l'action, je me décompose d'une certaine façon. Donc, voilà, il s'agit de trouver les curseurs, les leviers pour petit à petit se familiariser avec cette réalité-là et puis de plus en plus être dans l'action, agir, agir ensemble, quoi. alors, merci, parce que cette question de l'éco-anxiété revient souvent et de plus en plus, notamment, tu connais les travaux de Laëlia Benoît qui préfère parler d'éco-émotion, parce que derrière l'anxiété, on peut avoir des sentiments de colère, de remise en question, d'oppression, d'injustice. Peut-être que c'est aussi ça m'amène à la deuxième question du collègue qui dit face au constat scientifique, ne devrions-nous pas entrer en écologie de survie? Écologie de survie, c'est entre guillemets, et quel devrait être notre rôle en tant qu'enseignant? Devoir prêcher la croissance du PIB et le recyclage du papier crée une réelle dissonance cognitive et est source de souffrance pour moi. Donc la question est le Eh contexte. ben, euh, je réponds, enfin, entre guillemets, aux questions. Dans le fond, comment dire, je les éprouve, en fait, les questions. Je suis, comment dire, j'ai pas de réponse aux questions, j'ai l'éprouvé de la question, quoi. Enfin, bref, bon. Euh, Moi, un truc, je vais vous dire dans lequel je crois, c'est l'importance de pouvoir causer, de pouvoir parler, de pouvoir faire circuler des savoirs, de pouvoir faire circuler la parole et de nommer ces choses-là et de les nommer entre collègues, de les nommer avec les chefs d'établissement, de les nommer avec les inspecteurs, de les nommer avec les recteurs d'académie, etc., etc., pour petit à petit faire émerger un courage. Un courage institutionnel, pas un courage du kamikaze d'un prof qui tout d'un coup va dégainer des trucs en disant, je sais pas quoi, comme j'ai pu le dire à la serre, ouais, alors la croissance, ce machin, c'est des conneries. Il s'agit de pouvoir fonder quelque chose d'un peu, enfin, voilà, d'un peu solide, en même temps en nommant des espèces d'évidence, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu des mots
qui sont chargés de la même idéologie, hein, le développement durable, transition. Si on regarde le réel, si on regarde les choses, j'ai envie de dire, le fonctionnement du système, il y a pas de transition, il y a des ruptures. Voilà. Après, de savoir ce qu'on peut faire avec la rupture en éducation, c'est difficile, c'est complexe. Il s'agit d'abord et avant tout, l'acte éducatif, c'est un acte qui fait front face à la violence, qui essaye d'éradiquer la violence et qui échoue tout le temps à cet endroit-là. Mais en même temps, c'est l'endroit où, comme éducateur, à aucun moment, de mon point de vue, enfin, je vous dis juste ce que je pense, on peut être pas d'accord, enfin, à aucun moment on peut légitimer la violence comme un moyen légitime de l'action. Euh, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que assez vite, il peut y avoir enfin, en tout cas moi, des étudiants qui disent ben, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas une dictature verte à la chinoise? On abdique de nos libertés publiques au bénéfice de quelques-uns supposément éclairés, etc. Et on a cette tentation qui arrive, voilà. Ou alors, insurrection, révolution, faut tout faire péter, voilà, la violence comme moyen légitime de l'action. Bon. Euh, et en même temps, on n'est pas aidé par le pouvoir politique parce que, par exemple, quand il y a des personnes qui se réunissent par à Sainte-Soline, sélection sur les grandes bassines, et qui exercent leur citoyenneté, on a un ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui requalifie l'exercice de la citoyenneté en terrorisme, en écoterrorisme. Vous voyez bien l'ampleur de la perversion et l'ampleur de cette requalification en terroriste de l'exercice d'une citoyenneté. Et donc en face, quand on est enseignant, c'est difficile de tenir front dans le choix fondamental de la non-violence, quoi qu'il arrive. Alors qu'on est dans un endroit où il y a, où il y a une tension, où il y a un combat politique. Voilà. Mais chacun doit être attentif à rester à sa place pour préserver l'éducation, quoi. Donc voilà, cette question du courage, fondamentalement, c'est d'un courage institutionnel dont on a besoin. Et là, pour l'instant, on a affaire à une lâcheté qui est abyssale, enfin, qui est démentielle, enfin, au niveau de la lâcheté, j'ai envie de dire, politique, de ne pas oser mettre les mots, etc. Voilà. J'étais en... Ah, ouais. J'étais en mute, désolée. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je ne vois plus de questions affichées, mais vous pouvez les poser à l'oral. Je reviens sur, pour donner le temps aux collègues d'intervenir, vous pouvez lever la main ou simplement désactiver votre micro. Enfin, réactiver, pardon, pas désactiver, désactiver le mode silencieux. La question de la responsabilité des enseignants revient très souvent, que ce soit aujourd'hui ou à d'autres occasions, et elle met une lumière crue sur la tension qui traverse la profession, le corps enseignant, si j'ose dire, à la fois entre notre devoir de responsabilité que nous éprouvons tous et la solitude qu'on peut éprouver face aux élèves. Aujourd'hui, je sais que Nathanaël, tu es chercheur, il y a énormément de collectifs de chercheurs, Labo 1.5, etc. Le monde enseignant, il y a eu l'émergence de quelques collectifs de manière éparse, mais il n'y a pas eu, jusque-là, la profession étant prise dans des enjeux d'immédiateté assez importants, qui reflètent par ailleurs d'autres immédiatetés dans d'autres secteurs. Euh, voilà, c'est une question que je laisse ouverte. On appelle les jeunes à être en collectif pour ne pas sombrer dans des émotions négatives. Euh, Quels seraient les leviers? Est-ce que le levier collectif n'est pas également un levier pour contrecarrer la source de souffrance chez nous tous, hein? Bon, et moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. J'aimerais pas l'être en ce moment parce que c'est un peu sujet éjectable, d'après ce que j'ai compris. Euh, donc, euh, en tout cas, enfin, dans la façon dont tu amènes la question, de fait, tu amènes l'importance d'être ensemble face à ces choses-là et la difficulté avec nos modes opératoires par classe, etc. Et donc, de fait, bah oui, d'être seul dans une classe autour de ces questions-là, c'est pas forcément le meilleur mode opératoire ou voilà. Comment faire émerger à l'échelle d'un établissement ou d'un niveau ou des modes de travail ensemble. Ça, je suis pas en lycée, enfin, voilà. Mais de fait, tout ce qui peut être fait ensemble, à faire intervenir quelqu'un d'extérieur ou à organiser une journée où il y a à la fois
un temps de travail, je sais pas quoi, un peu intellectuel, puis en même temps quelque chose d'expérientiel avec des expérimentations, d'ateliers, etc. Et puis de faire venir un ou l'autre témoin qui, à son échelle, a fait des choses, mais une échelle qui fait vraiment bouger un peu structurellement des affaires. Voilà, d'imaginer des choses comme ça peut éviter l'espèce oui, de lourdeur. Et puis aussi pour pouvoir avoir le courage de nommer, parce que de mon point de vue, les jeunes, ils ont vraiment besoin de ça aussi. C'est-à-dire que on présente les faits et que dans le prolongement des faits, on identifie quelque chose qui procède vraiment des faits. Une vision politique. Politique, c'est pas du tout dans le sens partisan du terme, mais dans le sens à un moment donné de l'animation de l'action concert qui procède vraiment des faits. Et là, à cet endroit-là, pour être au rendez-vous, c'est beaucoup plus agréable quand on est ensemble. Voilà, euh, voilà, pas être, je sais pas quoi, taxé de faire de la politique, de faire quelque chose qui ne nous incombe pas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un espèce d'obscurantisme qui gagne du terrain, hein. Donc, en tout cas, on a besoin de l'école sur ce front-là, en fait. Voilà. Merci Nathanaël. Effectivement, on ne te demandait pas de solution de Premier ministre, mais de remettre la perspective, comme tu viens de le faire, sur l'importance du collectif, non pas uniquement comme invitation pour les jeunes, mais quelque part une auto-injonction, si j'ose dire. La profession enseignante, les collectifs enseignants sont historiquement assez riches en initiatives de collectifs. Ouais, ouais. Il n'y a pas de raison voilà, que nous ne soyons pas à même d'animer des collectifs autour des questions bioclimatiques, pour reprendre un terme plus savant. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Antoine, alors, voilà, encore, je partage ce qui est évoqué ci-dessus sur la nécessité de questionner le modèle. Pour autant, sur le plan scientifique, est-ce que les micro-actions d'échelle locale ont un impact sur le système? Ah, euh, 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 oui. Alors, en fait, c'est complexe parce que du coup, dire non, ça peut, comment dire, il y a, euh, il y a pas que la vérité qui compte dans ces affaires-là. Il y a aussi l'élan, il y a aussi la mobilisation, il y a aussi des idéaux qui, même s'ils sont un peu leurrants, mettent en mouvement. Et donc, mettant en mouvement, ils permettent de faire advenir quelque chose. Donc, quelque chose qui s'incarne dans le réel et donc qui devient réel. Enfin, je veux dire, il ne s'agirait pas, au nom du savoir, simplement de coupler les ailes. Pour moi, il y a une espèce de quatre grandes fonctions qui sont à articuler. Il y a une fonction critique des savoirs, etc. Une fonction de résistance, essayer maintenant de dire non à ce qui nous détruit. Une fonction utopique, de regarder voilà, ce qui peut advenir. Une fonction de régulation aussi. Voilà, bon. Donc là-dessus, on a quand même des repères. Euh, euh, tout ce qui va être fait, Euh, donc moi, j'ai une anecdote pour commencer, avant de dire le truc qui est peut-être un peu dans le enfin, une anecdote. Donc moi, je suis français et allemand. Je me souviens vraiment d'un moment politique très très fort, qui a été la chute du mur de Berlin. Ça m'avait profondément marqué. Dans ma famille, ça a été quelque chose d'incroyable. Mes parents m'avaient laissé avec mon frère et ma soeur tout seul chez ma grand-mère, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils étaient allés voir le mur de Berlin, ils avaient tapé un peu dessus, ils avaient ramené un pauvre petit bout de truc. Je me suis dit, pourquoi vous n'avez pas ramené une pierre? Ils disaient, ah ben non, c'est le béton armé. Enfin, bon. Le mur de Berlin, en fait, il s'est passé tout un tas de choses, de personnes qui avaient traversé la frontière, etc., d'actions diplomatiques, d'actions citoyennes, et ils restaient là, impassibles comme ça. Et puis du jour au lendemain, il y a quelque chose, en fait, où il s'est ouvert, où il s'est effondré, où il pourrissait de l'intérieur. Alors peut-être il y a des historiens qui nous écoutent et qui, du coup, ont une conscience beaucoup plus aiguë et complexe, hein, de la réalité, mais il y a des choses qu'on voit pas et où à un moment donné, ben, il se passe quelque chose. Il me semble que par rapport aux actions, je ne vais pas dire juste des actions individuelles, mais toutes les micro-actions qui peuvent être faites comme ça par des petits collectifs, qu'à un moment donné, ça peut faire système et ça peut entraver quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un monde où en fait la COP 27, là, elle a eu lieu à Dubaï quand même. Ou 28, enfin, bref, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Je crois qu'un jour, ça sera plus possible, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, je l'espère. Bon.
Et donc, il y a des choses qui peuvent faire système, se sédimenter, puis bloquer, entraver à un moment donné des systèmes mortifères. Et puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on prend c'est une étude de Carbone 4, donc c'est pas une étude scientifique, c'est une étude d'un cabinet de conseil, le cabinet de conseil en gros de Jean Covici, quoi, voilà. C'est une étude de Soyeux et Dugast, extrêmement lumineuse, enfin, vraiment très très intéressante, qui regarde il se dit, mais en fait, si tous les citoyens français, du jour au lendemain, adoptaient un comportement héroïque sur le plan environnemental, ne consommaient plus de viande, ça c'est la moitié du chemin qu'on peut faire de réduction à l'échelle individuelle, hors investissement au niveau environnemental. Et il y a 10 actions comme ça. Prenez des mobilités douces pour tout trajet en dessous de 10 km, s'habiller uniquement en friperie, bon bref, baisser la température de leur logement, enfin tout ce qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain si on veut devenir écolo. En disant, mais en fait, si tout le monde fait ça, on fait combien de pourcentage du chemin concernant les accords de Paris? Les accords de Paris, où il s'agit d'être à 2 tonnes équivalent CO2 par individu, là aujourd'hui on est à 9,10. Ben, en fait, on fait 25%. C'est bien, c'est 25% que l'on ne peut pas faire autrement, et il en reste 75. Et dans les 25%, il y a tous les Français qui deviennent végétariens, ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes de fertilisation des sols, etc. Mais c'est complètement ça n'arrivera pas. Voilà. Dans le meilleur des cas, on peut faire 10%, 5%. Donc, il reste 90% à faire. Et là, c'est structurel. Ce sont des décisions politiques. Voilà. Et donc, c'est pour bien identifier l'importance de politiser les questions environnementales, de ne pas juste les ramener à l'échelle individuelle. Merci Nathanaël. Il y a des suites. C'est en termes d'arguments, mais tu as plus ou moins répondu selon quelle réponse apporter aux arguments selon lesquels, en tant qu'individu, on ne peut rien faire, ou ça ne sert à rien de faire des efforts. Ou faut-il tout attendre du système, des politiques? Tu viens de répondre, et puis Et bien sûr, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, ça vaut le coup de le faire. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il s'agit aussi voilà. Et puis plus des personnes vont par le geste par la pratique faire des choses, comment dire, en fait, le rapport entre compréhension-action, c'est pas la compréhension qui permet l'action, c'est aussi l'action qui permet la compréhension. C'est des rapports, et donc plus il va y avoir aussi des gestes comme ça, plus il va y avoir une familiarisation, une compréhension, plus on va aussi accepter des mesures qui vont contraindre nos libertés individuelles pour préserver les libertés, l'expression des libertés publiques à l'avenir. Pardon, Ange, je t'ai carrément coupé. non, 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 c'est très bien parce qu'il y a cette tension toujours entre les échelles physiquement mesurables de l'activité de l'individu, les systèmes. Et ça fait une très bonne transition à la suite avec la question, soyons francs, le productivisme et ou le capitalisme doivent-ils être nommés comme des ennemis de la vie? On est vraiment Ah, au cœur de la question de l'échelle ouais, individu. ouais, ouais, ouais. Euh, euh, comment dire, de nommer le problème ne veut pas dire qu'on nomme en creux la solution. C'est-à-dire, euh, donc, donc là, moi, j'ai fait une rétrospective du savoir et de l'accélération de la production de savoir depuis 15 ans. C'est bien plus profond que ça. Et il y a quelque chose dans les années 70 qui a été très, très fort. Et puis, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mince, je suis désolé, j'avais un fil à- euh, Ange, est-ce que tu peux juste me redire la question pour que je retrouve mon fil? Je suis remonté trop en Alors, arrière. je la relis parce voilà, elle fait Pardon, écho désolé. à cette tension entre individu et système. Et la question, soyons francs, le productivisme et ou le capitalisme doivent-ils être nommés comme des ennemis de la vie? Alors, Ouais. Euh, en tout cas, bah, oui. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, enfin, c'est clair, la machine à vapeur, etc. Et puis ensuite, toute la toile, la révolution industrielle, ça a été une aventure de destruction, hein. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, qui a permis des choses, qui a permis aussi à certains endroits de sortir de la pauvreté, etc. Aujourd'hui, on a un système capitaliste qui est quand même, euh, c'est-à-dire en fait, on peut gagner un SMIC, on peut gagner deux SMIC, on peut gagner 10 SMIC.
On peut gagner 100 SMIC. Ceux qui connaissent le sketch des tuches, on peut gagner 1000 SMIC. Ouais, ça marche, en fait, c'est autorisé. Et puis, en fait, 10 000 SMIC, c'est aussi autorisé. Et c'est aussi, ça existe aussi, hein. Il y a un espèce de truc, à un moment donné, on a envie de se dire, mais où est la limite? Est-ce qu'il ne faut pas contenir? Il y a une hubris, il y a une folie, il y a une démesure, en tout cas, là-dedans. Alors, à un moment donné, on a pensé, puis les chercheurs, ils ont pensé qu'on allait pouvoir réorienter, qu'il allait y avoir voilà, un capitaliste qui allait devenir responsable, socialement responsable, machin, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas advenu aujourd'hui dans l'histoire et que les exemples dont on dispose, c'est depuis 10 ans, 20 ans, de croissance verte, capitalisme vert, etc., ont été des fumisteries. Enfin, c'est assez impressionnant. À un moment donné, il y a des types, ils ont pensé que un marché, de créer le marché sur les droits à polluer, ça allait être la solution pour sauver la planète et nous sauver nous-mêmes, quoi. Voilà. Et en fait, ça a été plus une immense fumisterie. Enfin, bref. Donc oui, bah oui, oui, de toute évidence, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est destructeur et c'est important de pouvoir le nommer. Là, ce qui est délicat, c'est juste en deux temps, trois mouvements comme ça, à la serpe, de balancer des choses. Mais oui, bien sûr, à cet endroit-là, il y a quelque chose de problématique. En disant ça, ça ne veut pas dire que, un système communiste marxiste serait la solution. C'est absolument pas. Moi, j'ai aucune appétence pour ce type de système. Voilà. Mais Mais oui, oui, non, mais c'est. Merci Nathanaël. Je pense qu'on est déjà à 7h moins quart. Est-ce que une dernière, peut-être qu'on prend une dernière question. Antoine, peut-être, avant de terminer? Alors oui, moi, enfin, c'est pas simple parce que en fait tout ce que Nathaniel a présenté, ça m'a mis en réflexion. Enfin, c'est que voilà, j'ai le cerveau qui fonctionne à plein là, et c'est pas évident de digérer tout ça comme ça instantanément. Euh, Moi, j'aurais peut-être voilà une question quand même sur l'évolution de notre système éducatif par rapport à ces questions-là, hein. C'est vrai qu'il y a quand même, on ne peut pas dire que l'école ne fait rien ouais, parce que voilà, il y a quand même les programmes qui ont été verdis. Moi, je vois dans l'académie, on a un fort soutien institutionnel pour le coup du recteur. Moi, et on voit quand même que ça change des choses. Quand je parle de ce qui se passe dans l'académie, même si on n'a pas des moyens exorbitants, enfin voilà, c'est pas le grand soir non plus. Mes collègues qui ont des fonctions, mes homologues hein, dans les autres académies qui s'occupent de développement durable, sont plutôt envieux de ce qui se passe parce que effectivement, ce soutien institutionnel n'a pas la même portée ni la même intensité, on va dire, partout, même si bon, venant du ministère, enfin, il y a quand même une volonté de faire bouger les choses. Donc la question que je poserais, c'est faisons un peu de prospective utopique, je dirais. Nathalie, comment tu vois éventuellement une évolution possible des approches scolaires sur ces questions-là, selon toi? ouais, ouais. Euh, Si on en revient à l'anecdote de départ qui pose trois pôles, éducation, savoir, politique. Donc l'anecdote qui est très, comment dire, je l'utilise parce elle permet d'exemplifier quelque chose, elle est très simple, elle est très simpliste. Voilà, il y a trois catégories, et dans les trois catégories, il y a un pôle qui est problématique. Le pôle problématique, c'est le pôle politique. Il y a un problème de rapport au savoir à l'école. Greta Thunberg, elle va voir, enfin, donc, non pas qu'elle est la science, enfin, en tout cas, pour moi, ouais, c'est quand même une grande dame, faut lire ce qu'elle écrit, surtout, plus que regarder des vidéos. Euh, et donc, du coup, elle va interroger le pôle politique. Déjà, c'est la première chose pour pouvoir aussi resituer les choses en se disant, bah voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire, machin, etc. Et puis, surtout quand on est côté système ou, voilà, ou rectorat ou je sais pas trop quoi, en se disant, bah attends, on fait ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas quoi. Il y a un endroit où, en fait, fondamentalement, il y a un endroit du problème. Et l'endroit du problème est ailleurs.
Alors en disant ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, etc., et qu'on est obligé d'attendre que le politique résolve ses problèmes. Euh, le deuxième truc, si on regarde le pôle éducation, pour moi, il y a un endroit où il peut et où il doit vraiment se passer quelque chose, c'est l'université, c'est l'enseignement supérieur. C'est le moment où on est adulte et où c'est le moment où on rentre dans l'exercice de la citoyenneté. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire au lycée ou au collège. Il me semble que moi, je vois deux endroits vraiment importants. La question des systèmes complexes, d'arriver à comprendre ça, d'arriver à comprendre ces causalités. Système complexe, et nous, on est habitué à des causalités linéaires. A génère B, qui génère C, qui génère D. Mais en fait, A, ça génère B, mais A, ça génère F. F, il génère H. H, il génère G, qui génère A. Donc, dès que vous appuyez sur A, ça repart sur A. Et donc, en fait, en faisant ça, on décrit à un moment donné des mécanismes d'emballement, quoi. Voilà. Et donc, du coup, de rentrer dans cette compréhension-là. Pour moi, ça, c'est un truc vraiment important. Un autre truc vraiment important, c'est de pouvoir développer une analyse critique sur le système politique politico-économique dans lequel on est, parce que c'est bien à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui est problématique. Et donc que la pensée critique, elle puisse s'exercer à cet endroit-là, voilà, et que c'est, si je devais faire aussi un peu cash, mais aujourd'hui, la mission éducative, c'est quoi? C'est permettre à chaque individu de capitaliser son portefeuille de compétences. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais vous voyez un peu la façon dont, en fait, même la pensée éducative même, elle se laisse phagocyter quand même par une hégémonie économique qui est omniprésente, quoi. Voilà. Donc, de pouvoir voilà, interroger ça, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Nathanaël. Je prends le rôle désagréable de mettre fin aux échanges et au séminaire. Je rappelle à tout le monde que la vidéo sera mise en ligne. Et Nathanaël, si tu veux bien nous joindre les slides qu'on peut mettre à disposition des collègues qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est le bac, le brevet, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses pour les collègues à cette date. Ouais. Euh, Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé. Je vous rappelle qu'il y a les deux séminaires précédents, celui de Jean-Baptiste Salé et celui de Roland Lehoucq, qui sont déjà en ligne, avec également les supports. Et donc, ça vous fera à la disposition de l'ensemble des personnels pour l'année à venir, trois séances sur trois sujets différents, tous relatifs à la transition, qui peuvent donner à toute personne, de l'académie d'ailleurs également, une culture commune intégrale sur cette question. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Ange, au revoir, Antoine, au revoir à chacun. Au revoir, Nathanaël, merci beaucoup, hein.